pour une conférence de personnes qui vont parler en duo et qui vont parler des déchets de civilisation, une civilisation des déchets. Il s'agit donc d'Isabelle Belin, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est déjà venue présenter d'ailleurs l'année dernière son livre à la journée des auteurs qui avait eu lieu à la mairie, et puis ensuite animer un débat autour d'un film documentaire qui vous a été présenté à l'occasion du festival du mois d'octobre. Donc elle revient ici en compagnie donc, de Christian Duquesnoy. Ils ont ensemble écrit un livre que vous voyez sur la table ici, que vous pourrez acheter, compulser, etc. Isabelle est donc journaliste, Isabelle Belin est journaliste scientifique, indépendante, à la recherche, aux échos. Quant à Christian Duquesnoy, il est ingénieur à l'IRSTEA, l'Institut de recherche en sciences et technologies de l'environnement et de l'agriculture. Et donc il est spécialisé dans les biotechnologies autour des déchets, et c'est ce qu'il va nous expliquer. Donc aujourd'hui c'est un duo, je vais leur laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'association des Amis Laboratoires Arago de nous accueillir, et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je me permets de boire un peu d'eau. Alors voilà, j'ai pas tout les plastique, mais j'aimerais vous dire pourquoi. Merci. Il faut être un peu cohérent avec ce qu'on raconte. Voilà, donc on va vous parler de civilisation, d'êtres humains, de leur aventure à travers les déchets, et puis de l'aventure des déchets à travers l'évolution de l'être humain, et on va le faire à deux voix, selon 5 parties. Donc moi je vais commencer avec les 2 premières parties, et je ne vais pas vous parler finalement beaucoup de biotechnologie, on en parlera un petit peu dans la seconde partie. Moi je vais vous parler un peu d'histoire des déchets et d'évolution des déchets, et d'époque où d'abord le déchet n'existait pas tel qu'on le perçoit aujourd'hui, et puis d'époque où le déchet était une ressource, et puis on passera ensuite à l'impact des activités de l'être humain et de son activité de génération de déchets, de production de déchets, ce qu'on a appelé Homo detritus. D'ailleurs c'est un titre qu'on a emprunté à Baptiste Mont-Saint-Jean, un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Homo detritus, et qui raconte aussi ce même type d'histoire, mais avec l'œil du sociologue. Moi je ne suis pas historien, je vous raconterai un peu ça avec l'image des sciences de l'ingénieur. Et puis on passera ensuite à l'ère de l'Homo economicus, on parlera d'économie linéaire, d'économie circulaire, on rentrera un peu dans les détails et on vous expliquera ce que les déchets viennent faire là-dedans. Et puis pour conclure, Isabelle vous parlera du zéro déchet et de la possibilité ou pas d'une société zéro déchet dans l'avenir. Alors, je vais vous parler un peu d'une époque où le déchet n'existait pas tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Alors pourquoi remonter à des époques antédiluviennes? J'ai une petite anti-sèche parce que en allant visiter le jardin méditerranéen du biodiversarium il y a quelques jours, je suis tombé à l'intérieur du bâtiment où sont les expositions, sur une phrase du biologiste Theodosius Dobzhansky, qui est un des pères du néo-darwinisme et du lien entre la génétique et l'évolution en biologie. Et ce biologiste nous dit que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et j'ai trouvé qu'il suffisait dans cette phrase de remplacer biologie par question des déchets, celle qui nous passionne ce soir, pour exprimer le fait que si on ne comprend pas l'évolution des déchets en conjonction avec l'évolution des civilisations humaines et de l'histoire de l'humanité, on ne peut pas comprendre tout le sens que prend la notion de déchets et les problématiques liées aux déchets de nos jours. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, avec une sorte de frise évolutive et historique, et en se posant la question depuis quand
produisons-nous des déchets? Alors j'ai mis ce nous entre guillemets parce qu'en fait, bien avant que nous soyons là, êtres humains et Homo sapiens sur Terre, nous avons été précédés par des organismes vivants qui ont commencé, eux aussi, dès que la vie a émergé, à produire aussi des déchets que l'on appelle les déchets métaboliques. Alors les déchets métaboliques, ce sont toutes les matières, toutes les molécules qui sont produites dans le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui vont maintenir la vie, qui vont transformer des ressources en énergie et en biomasse, en matériaux vivants. Et cette transformation va elle-même produire des déchets. Par exemple, nous, le premier déchet métabolique qu'on produit, le plus courant, le plus fréquent, c'est le gaz carbonique, ce fameux CO2, que nous rejetons dans l'atmosphère en expirant, parce que il résulte de la transformation du glucose en énergie en utilisant de l'oxygène. Alors il existe tout un tas de métabolismes différents selon les organismes. Les premiers micro-organismes, alors là évidemment c'est pas une photo des premiers micro-organismes qui sont apparus sur Terre il y a 4 milliards d'années. Les photos n'étaient pas assez bonnes pour vous les montrer. Donc j'ai emprunté une photo d'un biofilm de bactéries qui vivent dans des milieux extrêmes, à très haute température, à très haute pression, dans les océans. Alors donc voilà, cette première catégorie de déchets, les déchets métaboliques, sont produits depuis à peu près 4 milliards d'années, voire un peu plus de 4 milliards d'années, depuis que le vivant a émergé sur Terre. Nous continuons à les produire, bien évidemment, et tous les organismes vivants continuent à les produire aujourd'hui. C'est une catégorie de déchets, je dirais, inévitable. À moins de s'arrêter de respirer, il est très difficile de plus produire de dioxyde de carbone, de CO2, de gaz carbonique. Et puis une deuxième catégorie de déchets qui est apparue un peu plus tard, c'est ce que j'ai appelé les déchets de consommation. On retrouvera ces déchets dans nos activités aussi de nos jours. Et ça, on peut le dater de l'apparition des premiers animaux sur Terre, et c'est une apparition qui est datée actuellement de 580 millions d'années. Vous avez ici un fossile d'un de ces premiers animaux. La consommation, c'est tout simplement le fait que ces organismes, dont nous faisons partie, vont se nourrir d'autres organismes vivants, des plantes, d'autres animaux, quand il s'agit de prédateurs, par exemple. Et toutes les ressources qu'on va trouver dans ces autres organismes vivants que nous consommons ne sont pas métabolisables, c'est-à-dire que tout ne va pas pouvoir servir à nous nourrir, et il y a une partie de ce qu'on mange qui est soit laissée sur place, par exemple les os, la peau, quand un prédateur va tuer sa proie, ou quand on imagine un des premiers hommes chassait. Et puis des fibres végétales, par exemple, lorsqu'on mange des fibres végétales, eh bien, tout n'est pas assimilable par l'organisme, et on rejette un certain nombre de choses qui ne sont pas des déchets métaboliques, puisqu'ils ne sont pas passés par le métabolisme de notre corps, mais qu'on appelle des déchets de consommation. Alors ça existe toujours, les animaux produisent des déchets de consommation, et nous, évidemment, on verra qu'à travers notre histoire, autant les déchets métaboliques n'ont pas changé depuis la nuit des temps, autant les déchets de consommation ont suivi l'évolution de nos civilisations. On continue à se rapprocher de notre époque, et puis est apparu ce qu'on appelle les déchets de production, il y a à peu près 3,3 millions d'années, quand nous, alors là encore entre guillemets, quand un primate a commencé à tailler les premiers outils, bien pour obtenir un outil, même fruste comme celui-là. Là, vous avez ici la photo d'un des premiers outils qui est daté de 3,3 millions d'années, qui a été retrouvé au Kenya. Pour produire ce type d'outil, il faut prendre un galet, le percuter avec un autre galet, et puis sortir cette pièce-là, mais ça produit aussi des éclats qui ne vont pas être utilisables, qui ne vont pas être utilisés, et qui sont les premiers déchets technologiques, les premiers déchets techniques de production, j'allais dire de l'humanité, mais pas tout à fait, puisqu'il y a 3,3 millions d'années, on estime que le genre humain, le genre Homo, n'avait pas encore émergé sur Terre. Alors, il y a débat sur la date de l'apparition, c'est à peu près aux alentours de 3 millions d'années. Donc il n'est pas impossible que c'était été produit par des premiers êtres humains, mais on les attribue en général plutôt à Australopithèque. Donc vous voyez aussi ici une photo, c'est une reconstitution, c'est pas non plus une photo d'époque. Et ces déchets, finalement, ces déchets technologiques, ils existent avant l'apparition. Si cet outil peut être attribué effectivement à Australopithèque, ça veut dire que les premiers déchets technologiques, les premiers déchets de production, ne sont pas attribuables à l'être humain, mais avant l'être humain. Alors évidemment,
l'être humain est apparu, et a été d'abord chasseur-cueilleur. On se rapproche un petit peu de notre époque. Là, on est ici sur un site du paléolithique tardif, c'est-à-dire on est aux environs de 10 000 avant notre ère, on est à la fin des glaciations, à l'époque on appelle le Magdalénien, et si vous voyez sur une photo d'un site archéologique, le niveau a été dégagé, et quand on analyse ces traces des êtres humains, alors ça c'est un site qui est en région parisienne, à Étiole, dans l'Essonne, on observe un sol d'activité avec des pierres de foyer, et puis vous voyez autour, tous ces amas ici que vous voyez sont des tas de déchets. Ce sont des silex, des éclats de silex, puisqu'on est ici devant finalement un atelier de taille de silex qui a laissé des amas de déchets. Vous voyez ici une représentation sur ce schéma d'une coupe de ce tas d'éclats de silex ici qui permet de faire une stratigraphie, un petit peu comme en géologie, et où les archéologues sont capables d'identifier des occupations successives du site grâce à cette analyse stratigraphique. Excusez-moi. Alors on a d'autres types de déchets sur ces sites-là. On a par exemple ici on voit un bois de renne et puis il y a des morceaux de charbon. Donc voilà le type de déchets que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs laissaient. Et ils les laissaient en place parce que ça ne les aidait pas. C'était des sites qui étaient occupés, alors pas forcément de façon aussi nomade qu'on le croit, pas forcément pendant un jour ou deux, mais pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis le camp changeait de place, et puis on y revenait l'année suivante. Et finalement, accumuler des déchets ne gênait pas tant que ça. Bien que, quoique, sur ce site, on a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Peut-être la première trace de décharge au monde. Ça, c'est une interprétation que j'ai faite à partir de ces données archéologiques. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, les pierres de foyer et les amas de déchets, c'est cette partie-là, avec un bois de renne à côté. Donc ça, les déchets ont été laissés en place, se sont accumulés, on n'a pas vraiment fait attention à les nettoyer. Et puis on a trouvé les traces d'un abri avec des trous de poteaux. Alors là, je l'ai représenté comme un tipi, c'est la représentation qu'on imagine habituellement, mais rien ne nous prouve que c'était tout à fait comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y avait dans cet abri, autour d'un foyer, avec des pierres et un feu, un artisan qui était plus habile que ceux qui travaillaient ici, qui étaient probablement des novices, des juniors ou des gens moins aguerris, qui préparaient les supports que l'artisan plus qualifié allait tailler à l'intérieur de cet abri. Et ce qui est remarquable sur ce site, c'est que les archéologues ont pu mettre en évidence que l'intérieur de l'abri était presque totalement nettoyé, il y avait très très peu de déchets de taille, et que ces déchets de taille, ainsi que les charbons, avaient été évacués à l'extérieur de l'abri et se retrouvaient dans des petits tas, loin de l'abri, entre l'abri et la rivière. Donc c'est peut-être ici la première trace d'une décharge au monde. Alors, ce qui devait le gêner, c'est bien sûr pas ce qui nous gêne aujourd'hui avec les déchets, pas les odeurs, pas les nuisances, pas les dangers sanitaires et les pollutions, mais probablement l'encombrement, tout simplement. Il y avait trop d'éclats de silex à l'intérieur, et puis quand il taillait une lame bien belle, bien technologique, et elle tombait sur les autres déchets, et ça devait l'embêter d'avoir à essayer de la retrouver là-dedans. Alors cet encombrement, on le voit aussi arriver avec la sédentarisation. Donc là où on est encore plus proche de nous, on est après les glaciations, à une époque qu'on appelle le Mésolithique, qui démarre aux alentours de 6000 avant notre ère, qui se prolonge selon les régions du monde un petit peu à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Le climat est beaucoup plus doux, il n'y a plus de glaciation, et les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent. On est toujours chez les chasseurs-cueilleurs. Et puis on voit apparaître tout autour du monde, alors ces petits triangles rouges montrent où on voit apparaître le phénomène que je vais vous présenter, qui est celui qu'on appelle les amas coquillers. Alors les amas coquillers, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez ici quelques exemples. C'est des lieux où les chasseurs-cueilleurs de l'époque se sont installés le long des littoraux, mais aussi au bord de certains lacs et de certains cours d'eau, mais surtout en bord de mer. Et puis se sont nourris de poissons et beaucoup de coquillages. Et les coquilles se sont accumulées. Alors quand le site a été occupé pendant une ou deux générations, on l'observe presque pas, ça laisse peu de traces. Mais dans certains sites, comme ici en Amérique du Nord, on a des collines véritablement de coquilles parce que les populations étaient importantes et se sont stabilisées pendant
des centaines, voire des milliers d'années, et ont accumulé ces déchets. Donc ici, chaque triangle représente une région du monde où on a ces accumulations de déchets, pas forcément aussi grandes que celle-ci, qui font plusieurs mètres, voire une dizaine de mètres d'épaisseur, et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de long. Donc un triangle, c'est une région où on a ces amas, et par région, on peut avoir jusqu'à une centaine de sites où on a des amas coquillés. Alors ces amas coquillés, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était des décharges? Eh bien on sait que non, parce que dans de nombreux cas, on a retrouvé des traces d'habitation sur ces amas. Tout simplement parce que ça faisait parfois des collines artificielles qui permettaient de se mettre à l'abri des inondations ou des zones marécageuses, par exemple. Et puis on a quelques exemples, on a quelque chose d'encore plus fantastique, c'est que dans ces amas coquillés, on a des tombes. Donc c'était pas du tout considéré comme des décharges. Et puis c'était pas des parias qu'on allait inhumer dans ces sites-là, c'était des gens à qui on rendait tous les honneurs. Vous avez ici la fameuse sépulture de Téviec dans le Morbihan, sur une petite île au large du Morbihan. Alors ça c'est une reconstitution, c'est évidemment une reconstitution de musée, où on a trouvé le cadavre de 2 jeunes femmes qui ont été enterrées avec tous les honneurs, avec tous leurs bijoux, et couronnées de 2 bois de serre en offrande. Et on voit quelques coquillages autour, puisqu'elles étaient vraiment inhumées au cœur de ce qu'ils ne considéraient certainement pas comme une décharge. Alors on va se rapprocher encore plus de notre époque, on va arriver à la révolution néolithique où émerge l'agriculture et l'élevage dans plusieurs foyers du monde. Ça commence dans le croissant fertile vers moins 9000, en Chine probablement au 8e millénaire avant Jésus-Christ, au 6e millénaire en Indonésie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud au 4e millénaire, le 3e millénaire en Afrique. Donc ça c'est des foyers qu'on appelle la néolithisation, qui ont rayonné. Alors nous, en Europe, le foyer de néolithisation, c'est le croissant fertile qui s'est ensuite diffusé sur toute l'Europe. Revenons à ce croissant fertile, donc. C'est intéressant parce que c'est là qu'est née notre agriculture, mais c'est intéressant parce que là, les archéologues, dans cette région, ont mis en évidence un phénomène assez intéressant du point de vue des déchets. C'est qu'on voit l'évolution depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, on est à 11 000 avant notre ère, et on a trouvé des traces de cabanes. Ici, ces petits points noirs que vous voyez en demi-cercle ou en 3/4 de cercle, c'est des pierres de fondation de huttes, de cabanes. Et puis cette espèce de faux plat que vous voyez à l'intérieur, j'ai représenté la concentration en déchets. Quand c'est orange foncé, il y a une forte concentration, orange pâle, une plus faible concentration en déchets. On voit ici que quand ces natoufiens, donc ces précurseurs des agriculteurs et des éleveurs se sont installés, ils ont conservé les habitudes de chasseurs-cueilleurs nomades, et ils ont conservé l'habitude d'accumuler leurs déchets à l'intérieur des habitations. 2000 ans plus tard, on est 9000 avant notre ère, apparaît le néolithique. Le PPNA, c'est en anglais, c'est un terme qui veut dire tout simplement néolithique pré-céramique A. C'est une première phase de néolithisation avant l'invention de la céramique. Là, les archéologues trouvent des traces d'habitation qui ressemblent un peu à leurs ancêtres des chasseurs-cueilleurs, un petit peu plus complexes, avec des parois à l'intérieur. Et la grosse différence, surtout, c'est qu'on ne trouve plus du tout de déchets à l'intérieur des habitations. Tout est sorti, stocké un peu sur ce qu'on pourrait considérer comme des places publiques ou entre les maisons, mais là, les maisons sont complètement nettoyées. Donc on a un comportement qui est un petit peu... On voyait arriver ça, par exemple, à Étiole. Donc c'est un petit peu plus proche de ce qu'on voyait à Étiole. Et puis, 1000 ans plus tard, on a vraiment des villages qui se structurent, qui sont entourés de murs, et puis des maisons qui deviennent surtout rectangulaires. C'est les maisons telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec des pièces spécialisées. Le carré, c'est pratique, ça permet de rajouter des pièces, alors que c'est pas du tout facile avec une maison ronde. Et là, plus rien à l'intérieur du village, plus une trace de déchets, tout est sorti à l'extérieur des murs. Donc on a une évolution avec le néolithique qui commence certainement à considérer le déchet un petit peu plus différemment de ce que les chasseurs-cueilleurs imaginent. Plus proche de nous, le phénomène de la création des villes, de l'émergence des villes, à partir des foyers néolithiques, donc les grandes villes du croissant fertile au 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Égypte au 3e millénaire, dans la vallée de l'Indus au 3e millénaire, dans la vallée du fleuve Jaune, 3e, 2e millénaire. Et puis qu'est-ce qui se passe dans ces villes? Alors sur ces villes anciennes,
Sur ces villes anciennes, malheureusement, les très très anciennes, on n'a pas beaucoup de traces de gestion des déchets. Par contre, on a un exemple plus proche de nous, dans la Gaule romaine, en Bourgogne, au 1er, 5e siècle après Jésus-Christ. Les archéologues ont vraiment travaillé sur cette question de la gestion des déchets et on y met en évidence quelque chose d'assez étonnant. C'est que peu de temps après la fondation de la ville, au 1er siècle après Jésus-Christ, après la conquête romaine, on a une ville très romaine, close de murs, avec des rues à angle droit. Mais par contre, les déchets, on les trouve à l'intérieur, dans les quartiers, près des maisons, dans des fosses et dans des puits. Donc on est dans un comportement qui ressemble au néolithique pré-céramique A, donc quelque chose qui n'est pas encore très urbain en fait. Et il faut attendre le 2e, le 3e siècle après Jésus-Christ pour voir un changement complet de gestion des déchets. On ne retrouve plus du tout de déchets de cette époque à l'intérieur des murs, et on trouve de grands dépôts, de grandes décharges à l'extérieur des murs, et une en particulier qui a la particularité d'être à l'opposé des vents dominants. Donc on se dit, il y a probablement une collecte organisée et une implantation raisonnée de là où on va mettre les déchets. Alors on pense que voilà, ça va dans le bon sens, ça se modernise, l'histoire n'est pas linéaire, et malheureusement, 2 siècles plus tard, au tournant du 4e et 5e siècle, on revient à une gestion ancienne, c'est-à-dire qu'il y a probablement un effondrement d'un service public où on collectait les déchets, qui correspond d'ailleurs à une période de crise en Gaule romaine, crise sociale et dans tout l'Empire, qui va précéder les grandes invasions et la chute de l'Empire romain. Et là, on a une trace de cet effondrement social, politique, organisationnel, et on revient avec des dépôts. Vous voyez, ces petits points représentent les dépôts de déchets à l'intérieur de la ville. Alors le déchet n'était pas que quelque chose, depuis la nuit des temps, le déchet n'était pas que quelque chose qu'on veut évacuer, mais c'est aussi quelque chose dont on veut se servir et qui peut devenir une ressource. Et ça, on a des traces, en particulier en agriculture, de l'utilisation des déjections animales pour faire de l'engrais depuis très longtemps, puisque les premières traces que les scientifiques nous mettent sous les yeux, c'est l'utilisation des déjections animales dès le néolithique européen, 6000 ans avant notre ère. Et puis on a tout autour du monde des exemples d'utilisation de permaculture traditionnelle où depuis très longtemps on utilise les déjections animales, voire les excréments humains, et un certain nombre de déchets végétaux pour fertiliser les cultures. Alors en Chine, en Afrique, en Amazonie, logiquement que ça puisse paraître, on a des traces de sols agricoles reconstitués par les humains. En Amérique centrale, et puis en Europe, ça a perduré, puisque cette pratique qui est attestée depuis le néolithique a perduré, puisqu'on retrouve le fameux armoire des Flandres, qui est l'utilisation des boues urbaines et des excréments humains collectés dans les villes pour fertiliser les champs, et qui était un des facteurs qui a fait que l'agriculture des Flandres a été une des plus productrices de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors, l'agriculture n'est pas le seul domaine qui a été intéressé par le recyclage des déchets avant notre période industrielle, puisqu'on a des exemples, par exemple ici, d'utilisation de pépins de raisin en combustible. On retrouve des pépins calcinés dans des oasis viticoles de la 26e dynastie, en l'occurrence. Donc là, on est au 7e et 6e siècle avant notre ère, dans une oasis d'Égypte. Et ces pépins de raisin ont été retrouvés calcinés dans des fours domestiques. Donc on récupérait ces déchets de la viticulture en combustible dans les fours. Alors on revient au thym, on a d'autres exemples on n'a pas que des exemples de décharge, mais on a des exemples de recyclage aussi, des métaux et du verre dans des ateliers. On a des traces, des preuves de réutilisation des amphores pour en faire de nouveaux récipients de stockage, ou aussi des urnes cinéraires, des récipients dans lesquels on plaçait les cendres de défunts. Mais on utilisait aussi les tessons et des éclats de terre cuite broyés en matériaux de construction. Et puis on recycle aussi, mais là ça on en retrouve la trace dans tout l'Empire romain, des éléments d'architecture, les marbres et les calcaires, qui sont dès l'Antiquité transformés en chaux, donc c'est du vrai recyclage. Et on a aussi ce qu'on appelle les spolia, c'est-à-dire l'utilisation d'éléments d'architecture anciens dans des architectures nouvelles. Et ça on peut le voir à Rome, sur le fameux arc de Constantin qui date du 4e siècle après Jésus-Christ et qui utilise
des éléments d'architecture divers sur son parement qui ont été empruntés à des éléments d'architecture, des décors des siècles précédents. Alors on fait un saut de plus jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la révolution industrielle, et on pense souvent que la révolution industrielle, c'est là que tout a commencé, où les ennuis ont commencé, où on a commencé à ne plus utiliser les déchets comme ressources. C'est pas vrai du tout. Pendant les 2/3, voire les 3/4 du XIXe siècle, l'industrie naissante est tellement gourmande qu'elle va faire massivement appel au recyclage et aux déchets que l'on va réutiliser. Ça commence avec l'utilisation des chiffons pour faire du papier. C'est une époque où on a besoin de faire beaucoup de papier parce que la librairie, la production de livres se démocratise. On produit aussi beaucoup de journaux. C'est une époque qui bouge politiquement, donc on a besoin de journaux et donc on a besoin de beaucoup de chiffons. Et là, on va faire appel évidemment aux chiffonniers, d'où leur nom, pour aller récupérer ces chiffons quasiment en porte-à-porte. Et ces chiffonniers vont aussi du coup faire le tri des déchets, vont prélever les chiffons, mais aussi vont en profiter, parce que la demande industrielle est très forte, pour récupérer toute une kyrielle de matériaux qui vont être recyclés. La peau et les os des animaux, pour en faire un certain nombre de produits industriels, de grande consommation. On va recycler tous les métaux, le fer, le cuivre, le zinc, on va même récupérer la dorure des vaisselles. Évidemment, on va recycler le verre en bouteille, en vitre. On va faire beaucoup de papier mâché à partir des papiers et cartons qui sont récupérés. On récupère même le tabac des mégots. On récupère même le caoutchouc des bretelles et des jarretières. Et puis finalement, ce qui reste, les bouts, c'est-à-dire les matériaux, la matière organique qui a commencé à fermenter un peu, ce qu'on appelle les bouts qui sont épandus on retrouve dans les rues à l'époque, vont être récupérés et exportés vers la campagne, en dehors de la ville, pour en faire des fertilisants agricoles, vieille pratique depuis le néolithique finalement. Et puis c'est une véritable économie qui est mise en place au XIXe siècle autour de cette récupération et de ce recyclage. On compte, alors ça c'est les chiffres bas, parce que c'est les chiffres de la préfecture de police. Comme d'habitude, c'est une minimisation, c'est le minimum, parce que évidemment tous les chiffonniers n'étaient pas inscrits à la préfecture. On estime qu'au moins 15 000 chiffonniers à Paris, peut-être le double ou le triple, et au moins 100 000 dans toute la France. Et puis ça va durer jusqu'aux années 1870, et là, le système va s'effondrer sous les coups de boutoir de deux choses. Il n'y a pas assez de déchets pour alimenter l'industrie. Donc les industriels, et en particulier, il n'y a pas assez de chiffons pour faire du papier. Donc les industriels vont innover, vont chercher à se débarrasser de l'utilisation du chiffon, parce qu'il n'y en a pas assez, et on va inventer la pâte à papier à partir du bois. C'est le papier tel qu'on le connaît actuellement. Et ça va donner un vrai premier coup de boutoir à l'industrie du chiffonnage. En parallèle, deuxième coup de boutoir, le mouvement hygiéniste qui est issu des travaux de Pasteur et de l'idée que les déchets, c'est sale, c'est potentiellement dangereux parce que ça peut être vecteur de maladies. Et donc on perçoit les chiffonniers comme des gens qui vont transmettre des maladies à cause de leur activité de récupération des déchets. Le système va s'effondrer, va être pris en main par le service public et par une collecte publique. Alors ça, il faut attendre les années 1883-84 pour voir apparaître cette mise en place. Là, on est 1 ou 2 ans après la fondation du laboratoire Arago. Et le préfet Eugène Poubelle, on va voir, son nom est devenu célèbre, fait passer 2 arrêtés préfectoraux pour mettre en place, l'idée de départ, c'est de mettre en place 3 bacs à disposition des habitants de Paris. Un bac, alors c'est assez moderne, un bac dans lequel on va placer les plus traicibles, c'est-à-dire les matières qui vont pouvoir se dégrader. Un deuxième, on va pouvoir mettre les papiers, cartons et textiles. Et un troisième pour les matières minérales, le verre, la faïence et les coquilles. Ça ressemble beaucoup à notre tri actuel. C'était un précurseur. Mais au final, il rencontre une opposition terrible et il se résout à finalement, il arrive à imposer des bacs de collecte, mais finalement un seul. Et là, ça va être la fin des haricots, si vous passez l'expression. Parce que la conséquence, c'est que dans cette poubelle unique, voilà, on l'appelle la poubelle évidemment, en hommage à ce malheureux préfet, la conséquence c'est que tout est mélangé, que les putrescibles commencent à fermenter, à en quelque sorte contaminer les autres matériaux. Les industriels, ces matériaux contaminés, ce verre taché de tas de choses qui commencent à pourrir, les industriels n'acceptent plus parce que ça leur coûterait trop cher de tout nettoyer. Et c'est là finalement qu'on invente le déchet tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Les déchets deviennent des ordures et des immondices. Et puis, au final, l'utilisateur final, le consommateur,
les déchets c'est devenu sale, c'est devenu quelque chose qu'il ne faut pas accepter, donc les produits recyclés issus des déchets, c'est quelque chose dont on ne veut pas. Et là on commence à voir pointer quelque chose qu'on connaît bien, qui arrive au XXe siècle. L'industrie et l'agriculture apprennent à se passer des matières résiduaires. On oublie finalement qu'on a eu ce passé un petit peu où on recyclait beaucoup. Et l'économie devient ce qu'on appelle linéaire, où on va puiser des ressources naturelles plutôt que d'utiliser de la matière qu'on recycle. Et puis on va la produire, consommer des biens de consommation qu'on va transformer en déchets. Et ce modèle-là, on va l'étendre au monde entier à travers tout le XXe siècle. Et là, je vais laisser Isabelle vous en parler. Donc poursuivons l'histoire, donc je vais parler moi surtout du XXe et du XXIe siècle, avec notamment les impacts de donc, ce qu'on a appelé l'homo detritus. Alors les impacts, pour commencer, il y a d'énormes impacts sur les ressources. Donc ces impacts sur les ressources, un institut de recherche, le Global Footprint Network, a chiffré que nous consommons des matières premières comme si nous avions 3 planètes à notre disposition. Les Américains et les Australiens, donc ça c'est en France, les Américains et les Australiens comme s'ils avaient 5 planètes à leur disposition. Donc on comprend bien que le modèle ne peut pas durer très longtemps. Les Nations Unies ont de leur côté évalué qu'en 2050, on aurait besoin, si on continue à ce rythme, de 2 fois plus de matières premières qu'aujourd'hui. Tout ça notamment en raison de l'évolution démographique et des pays en voie de développement et du changement de mode de vie des pays en voie de développement. La résultante, c'est qu'un certain nombre de matériaux deviennent ce qu'on appelle stratégiques. Alors parmi ces matériaux, il y a autant les matériaux utilisés dans l'industrie de la haute technologie, comme l'argent, l'antimoine, l'indium, que des matériaux beaucoup plus traditionnels, comme le cuivre, le nickel ou le plomb. Et puis d'autres auxquels, alors les dates que j'ai précisées de pénurie sont très difficiles à évaluer, c'est vraiment des ordres de grandeur. On ne peut pas s'arrêter à ces chiffres, ça sera peut-être beaucoup plus ou beaucoup moins. Un autre matériau auquel on pense beaucoup moins, c'est le sable, qui est aussi une matière première qui est nécessaire, alors là pour tous les bâtiments, les travaux publics, les métiers de la construction, nécessaire en grande quantité et qui est un matériau qui devient aussi de plus en plus stratégique. Alors, en dehors de ces impacts en termes de quantité de matières premières consommées, il faut aussi penser que notre consommation, notre mode de vie a des impacts considérables humains et environnementaux. Et je prends là 2 exemples. Un premier sur les mines, l'extraction de minerais notamment pour fabriquer nos smartphones. On appelle ça d'ailleurs les minerais de sang, qui sont pour certains extraits dans des mines où des enfants travaillent. Donc l'UNICEF avait chiffré en République démocratique du Congo à 40 000 le nombre d'enfants qui travaillaient dans ces mines. Et puis deuxième exemple, problématique sur l'environnement, dans des mines notamment en Chine, qui permettent dans lesquelles on extrait des terres rares. Alors, le résultat de cette consommation considérable de ressources, c'est ce qu'on pourrait appeler l'envers du décor. C'est-à-dire que quand on pense à nos déchets, on pense en général à ce qu'on jette dans la poubelle. Mais en fait, ce qu'on vient de comprendre, c'est que par rapport à toute l'extraction des matières premières nécessaires pour produire nos biens de consommation, la part de déchets la plus importante, c'est la part immergée de l'iceberg, ce sont les déchets dont on n'a pas conscience, des déchets cachés. C'est ainsi que les qualifient les économistes. Donc si je prends l'exemple d'une brosse à dents, qui pèse une quinzaine de grammes, eh bien pour fabriquer cette brosse à dents, il y a eu 1,5 kg de déchets ont été générés. Alors, ce sont tous les déchets qui sont liés justement à l'extraction de ces matières premières, c'est-à-dire tous les minerais qui sont laissés sur place à l'étranger et en France, et puis aussi tous les produits qui sont nécessaires au moment de la fabrication, du transport de cette brosse à dents. Donc il faut vraiment avoir conscience que c'est pas seulement le produit, mais c'est vraiment sa consommation finalement qui produit une quantité considérable de déchets. De la même façon, ces flux cachés pour un smartphone qui pèse quelques centaines de grammes sont de l'ordre de 75 kg pour un ordinateur de 1500 kg. Donc c'est des chiffres qui font vraiment réfléchir et auxquels on pense rarement. Donc si on prend la mesure de nos restes à l'aune de ces résultats,
On se rend compte, alors, en France, en moyenne, par personne et par an. Alors, les chiffres que nous donne l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la plupart des chiffres que je présente ici sont issus de cet organisme. L'ADEME nous dit qu'on produit chacun par an, en France, en moyenne, 430 kilos de déchets. Ça, ce sont seulement les déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets au moment où on sort la poubelle, les déchets qu'on emmène en collecte en déchetterie ou quand ou la collecte sélective. Si on tient compte de toutes les infrastructures aussi dont on profite, donc les routes, les bâtiments, ce chiffre monte à 5 tonnes, donc on est déjà à plus de 10 fois plus. Et si on considère ce que je viens d'évoquer, les flux cachés de déchets, donc liés à la fabrication, liée à l'extraction de minerais, on passe à 40 tonnes de déchets que chacun de nous génère par personne et par an. Autrement dit, c'est 10 à 100 fois plus que les chiffres qu'on a généralement en tête et qui sont la plupart du temps évoqués. La conclusion est assez simple, c'est que le meilleur déchet, c'est vraiment celui qu'on ne produit pas. Donc on comprend tout de suite que c'est la consommation qui compte, c'est-à-dire c'est les biens de consommation que l'on consomme ou non. Alors, deuxième impact que vous connaissez bien ici à Banioul, c'est l'impact sur la pollution marine. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle le 7e continent. J'ai mis ici des déchets qu'on connaît bien, comme ce sac en plastique. En réalité, les déchets qu'on retrouve en mer sont plutôt sous cette forme-là. Donc, ce sont des microparticules de moins de 5 mm, de la taille d'un grain de riz. Et on appelle ça, on parle de soupe de plastique. Et cette soupe de plastique, alors tout simplement parce que ces plastiques se dégradent sous l'effet des ultraviolets notamment, cette soupe de plastique se concentre dans alors, on les retrouve déjà dans toutes les mers, y compris en Méditerranée, dans une concentration à peu près similaire, et ils se retrouvent dans un certain nombre de gyres, donc des tourbillons, des vortex, on appelle ça des gyres. J'ai représenté ici celui du Pacifique Nord, qui est le plus grand, qu'on évalue être le plus grand, et dont la superficie est 6 fois la taille de la France. Alors ces plastiques sont issus de notre consommation, évidemment, donc notamment ce sont les sacs poubelles qui s'envolent, des décharges à ciel ouvert qu'on retrouve encore qui sont dans bon nombre de pays. Ce sont aussi tous les déchets des plastiques à usage unique. Donc rien que le nom plastique à usage unique, c'est une aberration. Enfin, les produits à usage unique qui sont essentiellement des plastiques. Le plastique étant un matériau particulièrement durable. Donc ce sont les pailles, les cotons-tiges, les microbilles qui sont aussi dans les cosmétiques, les dentifrices. C'est aussi les fibres de nos textiles quand on fait la lessive. Donc tous ces produits. Et puis les mégots aussi, les mégots qui rejoignent les caniveaux, les rivières et puis la mer. Alors, un rappel historique, donc là encore sur le XXe et XXIe siècle, de la façon dont on a géré les déchets. Donc il y a 2 dates importantes en France sur la gestion des déchets. La première, c'est 1975. Donc on est à peu près un siècle après le traité poubelle. Et en 1975, c'est la première grande loi sur les déchets. C'est vraiment le moment où est organisé en France le service public des déchets. Donc à cette époque, 20% de la population n'a pas encore de collecte à sa disposition. Et on demande aux communes, donc en France il y a 36 000 communes, donc on demande aux communes de gérer la collecte et l'élimination supposée correcte des déchets. Et c'est ces 36 000 communes qui finalement font chacune à leur façon, et c'est ce qui explique la diversité des solutions qui ont été mises en place en France et qui font que on ne trie pas de la même façon et que c'est pour l'instant, ça devient de moins en moins compliqué et vous allez voir que ça le sera encore moins bientôt, mais c'est ce qui explique les solutions très diverses ici et là. Alors deuxième grande date, 1992. Donc là, c'est un moment où on prend conscience. En 1975, on ne demande pas aux Français de trier parce qu'on considère qu'ils ne sont pas capables de le faire. En 1992, on commence à prendre conscience qu'il faut réduire la production des déchets et on donne une hiérarchie dans la façon de les traiter. Donc de les recycler, de les valoriser et sinon, en dernier lieu, de les éliminer, donc de les mettre en décharge.
Alors, j'aime bien cette courbe parce qu'elle elle montre bien l'impact qu'a pu avoir la gestion des déchets en France. Donc, on est entre 1975, donc date de la première loi, et 2013, donc presque aujourd'hui. Et elle représente le nombre d'unités de traitement, donc les différentes filières de déchets au cours de ces décennies. Alors, on commence en 1975 où on voit une ascension importante de deux modes de traitement des déchets. Donc à cette époque-là, ce que considèrent les communes comme une élimination correcte, c'est la mise en décharge. Donc c'est le plus simple. On met dans un trou. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, voilà. Et puis la deuxième solution, c'est l'incinération qui se développe. Tout simplement parce que dans les années 75, il y a une crise du pétrole et on a besoin de chaleur, d'énergie, d'électricité. Et donc, cette solution qui, à l'époque, en plus, est considérée comme moderne, propre, on ne parle pas encore de rejet de dioxine ou de chlore. Donc, ces deux filières se développent jusqu'à une forme d'asymptote, à peu près dans les années 90, où là, on voit qu'elles décroissent au profit de deux solutions qui sont les centres de tri, donc qui sont le préalable au recyclage, donc solution qui est préconisée dans la loi de 92, et puis les centres de compostage, donc ça c'est la valorisation des biodéchets, des déchets organiques, sur lesquels je vais revenir, qui eux aussi se développent beaucoup. Alors maintenant, est-on en train de rentrer dans l'ère de l'homo economicus, alors homo economicus au sens de ce que je vais décrire, donc d'économe dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui n'est autre qu'une économie du bon sens. Donc si je vous rappelle brièvement ce que Christian a évoqué, donc l'économie linéaire qui s'est mise en place au XIXe siècle avec l'extraction de matières premières pour produire des biens que l'on va consommer et puis qu'on va abandonner à un moment, et à ce moment-là ils sont considérés comme déchets. Alors à partir des années 60, certains ont commencé à questionner la croissance et cette hyper-consommation. Donc vraiment dans les années 50-60, c'est la période des hypermarchés. C'est aussi le moment où le plastique commence à envahir les maisons avec tout un tas d'avantages quand même, mais c'est plutôt l'utilisation qu'on en a fait après qui a posé problème. Donc certains questionnent la croissance, la consommation des ressources qu'engendre ce mode de consommation des produits, et puis la durabilité de ce modèle. Donc à partir de la fin des années 70, c'est à ce moment-là que le concept d'économie circulaire apparaît. Alors en quoi ça consiste ? C'est le même cycle de vie des produits. En revanche, on commence à préconiser une consommation réduite des biens de consommation, donc on réduit notre consommation, on veille à allonger la durée de vie des produits. Et puis lorsqu'on commence à boucler la boucle, c'est-à-dire que quand on ne veut plus d'un produit, s'il est réutilisable, on le remet dans la boucle, on le recycle, et puis si on l'abandonne, si ça devient un déchet, il est aussi valorisé ou en partie recyclé. Donc la conséquence de ce modèle, c'est qu'on consomme moins, donc on extrait moins de matières premières, et on produit une quantité de déchets réduite. Alors je vais donner quelques exemples concrètement en quoi consiste cette économie circulaire dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est un mot c'est de plus en plus, ça apparaît de plus en plus dans les médias. Donc concrètement, une des façons vertueuses de faire de l'économie circulaire, c'est d'éco-concevoir les produits, c'est l'éco-conception. Donc ça consiste tout simplement dans le concept, à minimiser les impacts sur l'environnement, donc sur toutes les étapes, puisqu'on a vu que c'est tout le cycle de vie des produits qui est important, donc de la fabrication jusqu'à l'utilisation des biens. Ça consiste à améliorer la réparabilité et le recyclage, donc à se préoccuper dès la conception d'un produit à comment on va pouvoir le réparer, comment on va pouvoir le démonter pour le recycler. Et puis ça consiste évidemment, comme vous en avez probablement entendu parler, à lutter contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire la volonté des fabricants de limiter la durée de vie des produits pour nous forcer nous inciter à consommer plus. Alors je vais donner deux exemples de produits éco-conçus. Alors un exemple qui n'est pas encore en vente, mais devrait l'être en 2019, c'est une machine à laver qu'on nous promet pour durer 50 ans. Alors cette machine à laver, elle est conçue par c'est une start-up en ce moment qui essaye de la développer, elle est à l'état de prototype. C'est un étudiant en école de design
qui conçoit ça. Donc l'idée, c'est tout simplement d'utiliser des matériaux robustes. C'est par exemple, de visser les pièces plutôt que de mettre des clips. C'est alors elle sera livrée en kit, donc on la montera soi-même, un peu comme on monte les meubles Ikea. Ce qui a aussi l'intérêt en sachant monter, on sait démonter, donc on sait aussi plus facilement réparer les pièces. Ça ne sera pas pour autant une machine low-tech, elle aura une maintenance connectée. Et puis on pourra la déménager quand même parce qu'elle aura un lest qu'on remplira d'eau et qu'on videra. Donc ça permettra de quand même pouvoir la transporter plus facilement. Et puis deuxième exemple, là encore très important parce que les smartphones, ils s'en vendent 25 millions en France par an, donc c'est considérable. C'est un smartphone qui a été inventé par la société Fairphone, qui est une société néerlandaise, et qui propose un smartphone qui est modulaire et réparable. Je rappelle que les premiers iPhones, premiers peut-être même plusieurs générations, j'en ai pas eu donc je ne sais pas quand ils se sont arrêtés, mais les premiers on pouvait pas, quand la batterie était hors d'usage, il fallait jeter l'iPhone, donc c'était absolument pas réparable. Donc on voit quand même aujourd'hui l'évolution. Il y a plusieurs autres fabricants, comme notamment LG et Motorola, qui sont sur la même idée de pouvoir avoir des smartphones, développer des smartphones modulaires et réparables. Google avait un projet qui malheureusement a avorté, mais qui était aussi dans cette... ils ont sûrement ça encore dans les cartons, et bon, c'est une tendance et c'est ça qu'il faut retenir. Alors c'est d'autant plus important pour les smartphones, parce que ce sont des produits qui sont mal collectés, c'est-à-dire qu'on les jette pas forcément là où il faudrait, donc il faut rapporter les smartphones en déchetterie, comme tout un tas d'autres produits. Vous verrez par la suite dans quelle filière. Et en plus, les smartphones posent problème parce qu'ils sont très difficilement recyclables. Ils contiennent une grande quantité de matériaux en nano-quantité et c'est très difficile de les démonter et de les recycler. Alors, si je prends l'exemple maintenant d'un grand nombre d'autres produits, vous allez en reconnaître beaucoup, pour que cette économie circulaire se mette en place. Donc pour que ces biens soient recyclés, il faut les trier. Pour cela, il y a en France et en Europe des filières qui ont été créées, qui s'appellent les filières REP, responsabilité élargie du producteur. Donc le principe est simple, c'est celui du pollueur-payeur, c'est-à-dire le fabricant contribue à la fin de vie du produit qu'il met sur le marché via une contribution qui est gérée par des associations qui organisent la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Aujourd'hui en France, il y a une vingtaine de ces filières pour un certain nombre de produits que je vais vous montrer. Et c'est un modèle qui a le mérite d'exister, même si il n'est pas parfait, il est néanmoins vertueux. Alors la première de ces filières, vous la connaissez tous, c'est celle des emballages, qui est apparue en 1992. On retrouve là la date de la loi de 92 que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc dans cette poubelle, qu'on appelle poubelle emballage ou poubelle recyclable, parce que c'est vraiment les emballages recyclables qu'on y met, puisque c'est la promesse qu'ils seront recyclés. Deuxième exemple que j'espère vous connaissez, celui des piles qu'on trie en général souvent dans des magasins, on trouve des bacs pour les déposer. Il est très important de mettre les piles dans ces bacs et non dans sa poubelle, dans sa poubelle générale, on va dire, notamment parce que ça pollue dans les décharges, mais ce sont des éléments qu'il ne faut surtout pas garder chez soi. C'est vraiment les déchets ménagers les plus dangereux qu'on ait. Un enfant est décédé en septembre dernier après avoir avalé une pile bouton. Donc il faut avoir conscience du danger de ces produits qu'on utilise très couramment. Un autre exemple que vous connaissez probablement, celui des ampoules. Celui des déchets d'équipements électriques et électroniques, donc là on retrouve des écrans, claviers d'ordinateur, on retrouve aussi dans cette filière, c'est là que vont les réfrigérateurs, et c'est là que devraient aller nos smartphones. Donc dans les déchetteries, il y a un tri de ces équipements. Les textiles, que vous connaissez aussi probablement, et puis plus récemment, il y a un an, 4 nouvelles filières ont été créées par le gouvernement, parce que justement, pour favoriser le tri et le recyclage de certains produits, une filière pour les jouets, qui n'étaient pas du tout recyclés jusque-là, une filière pour les matériels de bricolage, une autre pour les matériels de sport, qui sont deux produits qui se
sont de plus en plus consommés, donc qui arrivent en fin de vie et dont il faut gérer la fin de vie. Une filière pour les mégots. Alors ça paraît anecdotique, ça l'est pas du tout, parce que la quantité de mégots qui sont en mer, l'impact des mégots dans la pollution marine est considérable. Donc il est très important de pouvoir d'organiser cette collecte. Et puis on est à Banyuls, eh bien, il y a en ce moment en discussion au Conseil européen une filière pour le recyclage des filets de pêche, qui eux aussi sont une nouveauté qui date ici de fin 2016. Ce qui veut dire qu'on peut y mettre le pot de yaourt, l'opercule du pot de yaourt, la dosette de café, le tube de dentifrice, tous les emballages. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les centres de tri se sont modernisés pour que cette poubelle emballage, dite aussi recyclable, puisse continuer à recycler tous les produits, tous les emballages. Donc c'est le cas ici à Banyuls, où vous dépendez du centre de tri de Cals, à quelques kilomètres de Perpignan, et qui est un centre très moderne, comme le seront tous les centres de tri bientôt en France, et qui est capable de trier l'ensemble des plastiques. Alors, un des équipements de ce centre, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a plusieurs trieurs optiques dans chaque centre de tri. Un trieur optique, c'est tout simplement c'est une machine assez époustouflante, c'est le cas de le dire. On voit les déchets arriver sur un tapis à très grande vitesse. Un faisceau lumineux est capable de détecter la nature de l'emballage et de commander un jet d'air en fait, qui permet d'envoyer plus ou moins loin les différents emballages selon leur nature. Alors, pour les produits, pour un certain nombre de produits, le tri et le recyclage, ça doit passer par la déconstruction. Alors la déconstruction, par exemple, des frigos, qui sont donc, comme je disais tout à l'heure, les réfrigérateurs sont des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc il y a notamment à Angers un très grand centre de Veolia qui déconstruit les frigos, dans lesquels notamment ils extraient des gaz qui sont particulièrement nocifs pour notre couche d'ozone, raison aussi pour laquelle il faut que ces équipements rejoignent cette filière. Et puis ils valorisent aussi un certain nombre de matériaux, des métaux ferreux, des plastiques. Un autre exemple, les véhiculeurs d'usage qui sont déconstruits, et là aussi qui sont d'ailleurs considérés comme des déchets dangereux parce que contenant des liquides dans les batteries, dans la climatisation qui sont à extraire et qui sont aussi recyclés de façon importante. Un exemple auquel on pense moins, les avions. Les avions se sont fortement développés ces dernières décennies et un jour ou l'autre arrivent en fin de vie. Il faut aussi gérer la fin de vie des avions. Et on a en France 2 plateformes de démantèlement, à Châteauroux et à Tarbes, qui s'occupent de ça. Et puis un autre exemple, où là c'est pas une filière REP, mais où la préoccupation du tri et de la valorisation des déchets est de plus en plus importante, c'est dans le bâtiment et travaux publics. Donc là c'est l'exemple d'un chantier dans le nord de la France, où au niveau de la déconstruction et de la construction, donc c'est Bouygues qui s'occupe de ce déchet, ils promettent un chantier zéro déchet. Alors maintenant, l'économie circulaire, je vais vous donner un exemple sur un type de déchet, en quoi ça consiste. Et un déchet qui est emblématique et qui est très intéressant, vous allez le voir, ce sont les biodéchets, donc les déchets organiques. Alors, ce sont les déchets alimentaires, les déchets de cuisine, ce sont les déchets verts, les déchets de jardin. Je ne parle pas ici de tous les déchets de l'agriculture et de la sylviculture, de la culture des forêts, qui produisent aussi, c'est eux qui produisent la plus grosse quantité de biodéchets, mais ils ne sont pas considérés comme des déchets parce qu'ils sont réutilisés comme ressources sur les exploitations. Donc on ne les évoque pas ici et ils ne sont pas dans la comptabilité nationale. Enfin, ils ne sont plus dans la comptabilité nationale. Donc aujourd'hui, on considère qu'en France, on produit en poids 5% de notre poubelle nationale est composée de biodéchets. C'est peu à l'échelle de la nation. Par contre, à notre échelle, c'est 1/3 de notre poubelle ménagère. Donc c'est par conséquente. Alors ces déchets sont intéressants parce qu'ils sont valorisables. Ils sont valorisables de 2 façons, par compostage et par méthanisation. Donc ce sont deux solutions où des micro-organismes, des larves d'insectes, des bactéries sont capables de dégrader ces déchets pour en faire leurs propres ressources. Donc on voit là le cycle déjà circulaire. Alors pour qu'il soit traité de la sorte, la condition c'est qu'il soit trié.
Donc malheureusement, comme l'a expliqué tout à l'heure Christian, à une certaine époque, on a commencé à tout mélanger. Donc là maintenant, on réapprend à trier pour valoriser. Alors en France, où en est-on? Aujourd'hui, à peu près la moitié de ces biodéchets, donc de ces 5% de biodéchets, sont valorisés par compostage et méthanisation. Une partie est mise, ce qu'on appelle stocké, c'est-à-dire mis en décharge, ce qui est totalement aberrant puisque ces déchets fermentent, produisent un biogaz et un jus de décharge qu'il faut contrôler, qui transforme les décharges en bioréacteurs. Et puis l'autre partie, c'est de l'incinération, ce qui là aussi est aberrant puisque ces déchets comportent 70% d'eau. Alors, ce qui est intéressant avec les biodéchets, c'est qu'en plus, on peut les valoriser à toutes les échelles. Donc, autant à l'échelle industrielle, donc là, c'est un exemple de compostage, qu'à notre échelle, donc si on a la chance d'avoir un jardin en ayant un compost. Dans un appartement, on peut avoir un lombricomposteur. Donc, les lombricomposteurs, la dégradation se fait par notamment des vers de terre de la famille des lombriques. On peut avoir des poules aussi. Et puis sinon, on peut aussi, alors ça se met en place progressivement en France, la collecte sélective des biodéchets, donc à nouveau une collecte séparée. Alors aujourd'hui, ça ne concerne que 10% de la population en France, mais c'est une collecte qui est compliquée à mettre en place. Mais en Espagne, en Autriche, en Belgique, c'est 70 à 80% de la population qui bénéficie déjà de cette collecte. Et puis il y a des exemples d'associations, donc là c'est la tricyclerie à Nantes qui à vélo récupère les déchets des cantines, des restaurants et les oriente aussi vers le compostage ou la méthanisation et récupère quand même 1500 tonnes par mois, donc c'est pas négligeable. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, on devrait tous avoir une solution de tri pour nos biodéchets. Ce qui veut dire que ces déchets-là ne devraient plus, finalement, ils ne devraient plus exister, c'est-à-dire qu'ils devraient tous être valorisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à tort et à travers la nourriture, hein, évidemment, il faut toujours consommer seulement ce dont on a besoin. Je vais parler par la suite du gaspillage alimentaire, justement, mais ça veut dire qu'au moins, ce qui sera jeté sera valorisé. Alors, vous avez peut-être entendu parler du zéro déchet. Est-ce qu'on peut espérer demain une société zéro déchet? Alors, on préfère utiliser la terminologie anglaise, le zero waste, parce qu'en anglais, waste se traduit par déchets et gaspillage. Alors, déchets, on a compris que, quels que soient nos modes de vie, même si on fait très attention, de toute façon, le zéro déchet est un mythe, c'est juste pas possible. En revanche, on peut on peut gaspiller de moins en moins. Alors, le zéro déchet, c'est notamment d'utiliser moins d'emballage, donc de fabriquer ses propres récipients, d'utiliser des récipients pour stocker ce qu'on achète, c'est des récipients réutilisables, hein, c'est d'acheter en vrac, de fabriquer ces tissus, par exemple, en tissu, des sacs pour acheter en vrac. C'est aussi de fabriquer soi-même sa droguerie, sa lessive, ses cosmétiques, ce qui n'est pas très très compliqué. J'ai essayé, donc je pratique. Je ne fais pas que ça malheureusement, mais je pratique. C'est aussi de louer, de partager, donc de se comporter différemment dans nos achats et dans nos modes de vie. C'est d'apprendre à réparer, à bricoler nos appareils. Alors si on pratique le zéro déchet, les adeptes nous expliquent qu'ils arrivent à la fin de l'année à limiter leur production de déchets à l'équivalent d'un récipient, un tout petit récipient, d'un bocal. Les derniers 10% sont très difficiles à éliminer, mais c'est faisable. Et en plus, ça permet de faire des économies. Alors l'ADEME considère qu'une famille de 4 personnes donc limite à 100, réduit de 100 € par mois, fait des économies de 100 € par mois. Et puis il y a une expérimentation à Roubaix qui a été faite sur 100 familles par an, donc ils font ça depuis 3 ans, des familles qui essayent de limiter de 50% la production de leurs déchets ménagers. Ce sont des familles à bas revenus, donc les économies sont moins importantes, mais ils ont donc là chiffré dans la réalité des économies de 100 à 200 € par an. Alors je reviens sur le gaspillage alimentaire, donc le zéro waste, en quoi ça
ça pourrait consister au niveau du gaspillage alimentaire. Alors il faut d'abord, là encore, revenir à des chiffres qui sont malheureusement très éloquents. Un tiers de la production mondiale d'aliments aujourd'hui est gaspillée. Et en France, 10 millions de tonnes chaque année, et en grande partie des légumes. L'ADEME a étudié à quel stade du cycle de vie des aliments le gaspillage était le plus important, et ils nous apprennent que c'est au début et à la fin du cycle. Alors au moment de la production des aliments, pour un tiers, et au moment de la consommation des aliments, pour un autre tiers. Essentiellement en restauration collective, mais aussi dans les foyers. Donc ça, ce sont tous les aliments qu'on pourrait cuisiner, les restes qui partent à la poubelle directement, ou même dans certains cas, des gens qui jettent des produits encore emballés, hein, parce que date de péremption dépassée. Donc là encore, acheter ce que l'on va consommer. Comment réduire le gaspillage alimentaire? Par quoi ça se traduit? Alors j'ai pris ici des exemples. Il y a 300 initiatives dans votre région, en Occitanie. Alors c'est souvent des choses très très simples. C'est de transformer les fruits refusés par la distribution, donc parce que gâtés, moches, de les transformer en jus et en compote par exemple. Donc c'est des initiatives qui sont en cours dans la région. C'est récupérer les invendus de marché ou les surplus pour en faire des repas. C'est à la fin de la chaîne d'organiser les selfs différemment. Donc c'est simplement de ne pas se servir au tout début du self, mais d'inciter à se servir en plusieurs fois, et ça permet de limiter considérablement le gaspillage. Il y a une école qui tente de sensibiliser les élèves en leur faisant peser les restes à la fin du repas. La redistribution solidaire qui est une obligation d'ailleurs dans tous les supermarchés de plus de 400 mètres carrés aujourd'hui, heureusement. Donc là dans l'Hérault, il y a des tournées de la banque alimentaire auprès des supermarchés pour redistribuer. Et puis à notre niveau, c'est tout simplement quand on va au restaurant de demander à remporter ses restes dans ce qu'on appelait un doggy bag, et ce qu'en France maintenant on appelle le gourmet bag. Alors, dernier retour sur le 20e, 21e siècle, c'est intéressant de retourner un peu en arrière, parce qu'on se rend compte qu'on a fait beaucoup de progrès, et que beaucoup n'y croyaient pas, mais malgré ce qui n'était pas prévu en 1975, aujourd'hui on a appris à trier, et même si le système est compliqué, quand même, c'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait, mais il y a des progrès. On considère différemment nos déchets. On les manipule, Christian nous a bien montré la différence de la conception, enfin l'évolution de la conception de la notion de déchets. Aujourd'hui, on les considère différemment. On met les mains dedans, on se met au compostage, au lombricompostage. Alors, nos pratiques de consommation sont aussi en train d'évoluer. On achète d'occasion, on donne de plus en plus, on troque. Les réseaux sociaux contribuent pas mal à cette économie-là. On apprend à réparer de plus en plus, ou à faire réparer. Donc ici, c'est l'exemple ce qu'on appelle un repair café. Donc c'est un endroit où on peut apporter ces appareils à réparer, ces petits appareils, et où des gens, des bricoleurs tout simplement, font ce qu'ils peuvent pour réparer les appareils. Donc c'est aussi important, parce que ça c'est la façon dont on considère nos objets, et dont on réapprend à les manipuler, à les démonter, et finalement reprendre le pouvoir sur ce qu'on achète. En conclusion, on se pose de plus en plus de questions avant d'acheter ou de jeter, et on ne trouve pas forcément encore toutes les réponses, mais il y a vraiment une évolution très encourageante sur tous ces sujets. Alors, peut-on sortir de cette société du déchet, cette civilisation du déchet? On espère que vous l'avez compris, tout passe par la consommation, et donc une consommation qu'il faudrait frugale. Et on va prendre une image qu'on aime bien prendre avec Christian, qui est celle de l'économie du cosmonaute. Alors c'est une image qui a été, un concept qui a été inventé par un économiste, un philosophe américain, Kenneth Boulding, qui consiste alors l'image, c'est que donc quand on est dans les spationautes qui sont dans leur vaisseau spatial, ils ont des ressources à disposition finies, et ils ont conscience de la finitude de ces ressources. Ils sont tous membres d'équipage, enfin jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas de passagers, donc ils étaient tous
tous conscients de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources. Et il faudrait que nous-mêmes, on se comporte de la même façon sur notre planète, en ayant conscience de la finitude de cette planète et de l'importance de la préserver avec tous les gestes qu'on peut faire chacun à notre niveau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez évoqué le problème des déchets dus à l'extraction des minéraux, des terres rares pour fabriquer des smartphones et autres, mais vous n'avez pas parlé absolument pas, moi je n'ai pas saisi ça, le problème lié au gaspillage énergétique, d'où l'extraction de minéraux nucléaires en Afrique, et après la gestion des déchets nucléaires dont on ne sait que faire, et qui sont un problème majeur. Et ils n'ont pas prise, puisqu'on nous l'impose pratiquement avec la voiture électrique, les scooters électriques et autres. Alors effectivement, on peut pas. Enfin, le sujet des déchets est très très vaste. Donc j'ai pas fait je l'évoque un petit peu dans le livre, mais j'ai pas évoqué ici les déchets nucléaires parce qu'on voulait faire une frise historique, donc plutôt sur la notion de déchets et la façon dont on considérait les déchets différemment aujourd'hui et dont on prenait conscience de cette façon de gaspiller moins et de recycler. Les déchets nucléaires, c'est un problème à part entière et qui effectivement est... Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Enfin, la solution qui est envisagée, c'est un entreposage. C'est pas une solution qui permet de les recycler. Donc, ils ne rentrent pas dans la catégorie de ce qu'on a évoqué ici, effectivement. Oui, je peux participer à la réponse aussi, puisque dans un passé lointain, j'ai travaillé au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine du stockage des déchets. Il y a des solutions à l'étude, mais qui sont, comme le disait Isabelle, des solutions de stockage. Les solutions actuelles, c'est de l'entreposage pour les déchets de moyenne et forte activité à vie longue. C'est de l'entreposage sur les sites de production. Et à terme, ce qui est prévu en France et dans d'autres pays du monde, c'est de les stocker en stockage géologique profond. Et c'est des choses qui sont à l'étude. Mais comme le disait Isabelle, ça fait maintenant... plus de 25 ans que je ne suis plus dans le domaine du stockage des déchets nucléaires, donc je ne peux pas vous en parler en tant qu'expert, et c'est un débat qui est vraiment à organiser avec des experts, avec des ONG, sur le sujet spécifique. Il y en aurait pour plusieurs soirées, rien que sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment, là on est dans le top du top du top du déchet technologique. Oui, moi j'aurais eu plusieurs questions à vous poser. Je vais commencer par une qui est aussi pas mal. C'est que les chiffonniers, en fait, ils n'ont pas disparu à la fin du 19e siècle, puisque moi, dans les années 50-55, on avait l'habitude de trier nos déchets, papier, chiffon, les peaux de lapin, les ferrailles, les bouteilles de verre, et de revendre tout ça. On appelait ça un chiffonnier, un niette, ou à qui on voulait. Et alors, ce qu'il y a, moi, c'est là un de mes problèmes que j'ai avec les déchets, c'est qu'à cette époque-là, celui qui avait les déchets gagnait de l'argent en le revendant. Et celui qui achetait les déchets gagnait aussi de l'argent en les donnant aux sous-traitants. Alors que maintenant, quand on a des déchets, ça nous coûte une fortune pour les traiter. Et je ne vois pas, enfin j'aimerais bien qu'on m'explique comment on est passé de l'un à l'autre. Là, en fait, on est passé de l'un à l'autre... un peu de la façon dont je le disais. Alors on peut considérer que ce n'est pas totalement disparu. Par contre, le système économique qui était alimenté par les chiffonniers qui en étaient à la base, lui, s'est complètement effondré. Ce qui est resté, c'est effectivement des bribes de systèmes locaux qui n'étaient pas vraiment soutenus et qui n'étaient pas à une échelle suffisante pour être soutenables. Et effectivement, ça a été remplacé par... un système industriel linéaire, et puis ensuite par un système industriel de traitement des déchets. Donc finalement un service public a été délégué à des entreprises privées par délégation de services publics, et ces entreprises-là font payer ce service.
Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer plus précisément que ça. Je pense franchement qu'il ne faut pas chercher d'intention derrière, d'un complot qui vise à tirer de l'argent des gens. Non, il y a vraiment eu une auto-organisation de ce système vers quelque chose qui aujourd'hui qu'on trouve aberrant, pas soutenable, parce qu'effectivement, ces déchets qui ont de la valeur pour des industriels, puisqu'ils vont les recycler, il y a une bourse des déchets d'ailleurs qui existe, qui valorise qui donne une valeur à ces matières-là, de façon tout à fait justifiée, mais dont finalement nous qui sommes le producteur primaire sommes un peu exclus. Donc, ce qu'on essayait aussi de faire émerger comme réflexion avec Isabelle, c'est que maintenant c'est à nous aussi de prendre une part de ce pouvoir-là, y compris d'un pouvoir économique. Mais comment ça peut se faire? Alors ça, j'ai pas de boule de cristal, et on voit apparaître un peu partout des initiatives qui vont dans ce sens-là, mais c'est vraiment pour l'instant des niches, et le système économique qui est dominant, c'est une économie de marché, et là... L'idée que j'en ai, c'est que la matière première n'est pas assez chère. Parce que j'ai vu au Mali faire des clous pour construire des pirogues avec des bouteilles, avec des boîtes de Coca-Cola. Et tant que le verre à faire est moins cher que de récupérer la bouteille, il n'y a aucune raison qu'on la récupère. Bien sûr, parce que le prix des matières premières n'inclut pas ce qu'on appelle les externalités, qui sont les déchets qui vont être produits, leur impact sur l'environnement, les impacts humains. On est sur un système économique de marché qui ne prend pas en compte ces coûts-là, qui les transfère vers, dans certains cas, vers le contribuable ou vers d'autres payeurs. C'est la même chose pour le pétrole. Hein. Tant qu'on a des énergies fossiles qui sont aussi peu chères et qui n'incluent pas à nouveau ces externalités, ce que ça représente en termes d'impact sur le réchauffement climatique, entre autres, et bien tant qu'il sera plus économique d'aller faire construire à l'autre bout de la planète, ou d'aller traiter, recycler même les déchets à l'autre bout de la planète en les faisant voyager d'un bout à l'autre, eh bien on continuera à gaspiller de cette façon-là. Alors, comment revenir sur ce système-là, comment le transformer, c'est là qu'est toute la question. Alors, à propos des déchets nucléaires, il semblerait que des études sont menées actuellement pour accélérer la désactivation. Mais je ne sais pas du tout où on en est. Ça résoudrait considérablement la question du stockage de ces déchets, puisqu'ils ne seraient plus nocifs pour l'homme. Je ne suis pas suffisamment expert dans le domaine pour vous répondre précisément. Donc, comme on l'a dit, nous, on a volontairement exclu de l'ouvrage et puis du débat de ce soir la question des déchets nucléaires. Donc il faut vraiment interroger les spécialistes de l'énergie nucléaire sur la question. Alors ma deuxième question, j'ai lu dans la presse il y a, je pense, 2 ans, que des ingénieurs de Toulouse auraient découvert une bactérie qui mangerait le plastique. Oui, alors, qu'en est-il exactement? Alors c'est des choses qui émergent dans beaucoup de labos dans le monde entier. Hein. Le précurseur était un chercheur japonais. Moi j'ai tendance à dire qu'on est avec ces questions-là dans ce que j'appelle la spirale prométhéenne, qui est, il y a un problème qui est issu de notre technologie, et on va le traiter avec la technologie. On voit qu'il y a des limites fondamentales, des questions fondamentalement philosophiques derrière ça. Moi je pense qu'il ne faut pas faire confiance à la technologie au point où on doit lui confier à nouveau les problèmes de la technologie avec une solution qui vient derrière. Le danger de cette... alors il y a plein de limites à ces recherches-là. En particulier, on ne sait pas quels sont les métabolites que vont produire, les molécules que vont produire les bactéries à partir de ces hydrocarbures. J'ai été témoin de plusieurs expériences dans le domaine où on se rendait compte que finalement, ce qui était produit par les bactéries,
qui digérait les déchets plastiques était finalement plus toxique, plus dangereuse pour l'environnement que le plastique lui-même. Parce que ça va produire des molécules plus petites, qui vont être encore plus biodisponibles pour d'autres organismes et qui peuvent avoir des effets délétères sur d'autres organismes. Donc il faut être assez prudent. Et puis, le deuxième danger qui me semble encore plus important, c'est de se dire, finalement, on va toujours trouver des solutions. On peut continuer à balancer des plastiques, on peut continuer à utiliser les plastiques comme on les utilise aujourd'hui, à les utiliser à usage unique, puisque c'est pas grave, finalement, on va trouver des bactéries qui vont les manger. C'est ce qu'on appelle un effet rebond, une technologie qui va pouvoir résoudre un problème, eh bien, on va finalement essayer de ne pas finalement le traiter à la source, à l'amont, puisque à l'aval, on va imaginer qu'on peut le prendre en charge. Donc, pour moi, il y a deux dangers. Mais c'est une opinion de citoyen plus que de scientifique. C'est une opinion, c'est pas un fait scientifique. Bonsoir, je rebondis sur ce que monsieur disait à propos de la disparition des chiffonniers, non pas en 1870, mais vers 1950-1960. En parallèle, ces années-là, 1950-1960, il y a eu l'avènement du marketing et les thèses de, non pas le producteur primaire de ce que vous avez dit, un déchet, mais le destructeur final qui est le consommateur. Et je pense qu'il y a eu un lobby très fort dans les années 50, 60, 70 pour qu'on consomme toujours plus, ce qui est le cas, puisque vraisemblablement le WWF expliquait qu'on produit plus de plastique depuis les années 2000 que tout ce qui est cumulé avant les années 2000. Et vous avez parlé aussi du principe du pollueur-payeur. Or, une entreprise, elle a un compte de résultat, et à la fin, elle sera toujours positive, sinon elle n'existera plus. Donc on peut lui coller des amendes autant qu'on veut, tant qu'on les consommera, tant qu'on en aura besoin. C'est nous qui paierons. Et c'est nous qui serons toujours le destructeur final. Alors je prends un exemple qui m'a sidéré il y a quelque temps. J'avais l'habitude d'acheter une marque de jus de fruits. Brique, carton, bouchon plastique, 38 grammes. Contenance 1 litre, 2,50 €. Aujourd'hui, bouteille plastique biosourcée, 900 millilitres, 60 grammes de plastique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question est précise, les informations précises. Je pense que c'est la tendance qu'il faut effectivement retenir. En fait, bon, c'est quand même toujours à nous de choisir ce qu'on achète. Donc effectivement... Je précise que j'achète du produit bio et de qualité. Ouais. Donc ça signifie qu'il faut que je mange moins bien, quoi. Alors, il faut voir je pense qu'il faut être optimiste et voir les évolutions qui vont dans le bon sens. Donc par exemple, dans les emballages, il y a quand même, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais une réduction du poids des emballages. Je vais vous en donner l'exemple, c'est pas le cas. Oui, mais voilà, mais il y a on va toujours trouver des cas, ça c'est un cas précis, on ne peut pas faire une généralité non plus, mais malheureusement, oui, vous avez raison, il y a des cas où on nous piège quelque part. Hein. Et on nous piège depuis effectivement les années 50 avec le développement du marketing, comme vous disiez, de cette société d'hyperconsommation et dans laquelle on s'est engouffré. Et je veux dire, la plupart des gens qui sont ici sont de ces générations qu'on a incité à consommer. Donc là, la tendance vers laquelle il faut aujourd'hui s'orienter, c'est comprendre qu'il faut consommer moins, effectivement, se poser des questions, ce que vous faites. Et comme je disais, on ne trouve pas forcément toutes les réponses, ou tout du moins on comprend que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais ça c'est un exemple, et puis j'ose espérer que vous avez d'autres exemples dans votre consommation où vous êtes satisfait à la fois de la réduction des déchets. Non? Malheureusement pas. Je stocke volontairement tous les plastiques sur plusieurs mois pour me rendre compte de la volumétrie. Je travaille dans le secteur de la santé, c'est monstrueux. Les déchets d'activité de soins, un risque d'infection, c'est aberrant. C'est des centaines de tonnes. Enfin, l'autre jour, j'ai piqué, j'ai 4 tortues. J'en avais 5, j'en ai plus que 3. Il a fallu que je les pique pendant 15 jours avec des antibiotiques. Matériel à usage unique, j'ai 200 ou 300 ou 400 grammes de plastique à rien pour ça. Alors le matériel à usage unique, il y a une législation qui, normalement à partir de janvier 2020, les plastiques à usage unique, alors un certain nombre de plastiques à usage unique, pas pour la santé,
seront interdits. Donc il y a aussi cette évolution de législation, ça prend du temps, ça prend trop de temps, mais la prise de conscience et la tendance est quand même orientée dans le bon sens. Et il faut chacun faire ce qu'on peut à son niveau. Et effectivement, vous le faites et il n'y a pas forcément des solutions à tout. Mais déjà, si on met en place les solutions dans les domaines où on peut en trouver, on va dans le bon sens. C'est pas une question, c'est une proposition. Est-ce qu'à l'inverse, plutôt que d'être sur le pollueur payeur, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer aux fabricants de limiter, vous parliez de faire une machine qui dure 50 ans, mais si on utilisait tous la même pompe de vidange dans toutes les machines à laver, ça résoudrait le problème de remplacement important. Mais ça, je pense, la standardisation, elle arrive finalement dans tout un tas de domaines, petit à petit. On l'a vu sur plein d'exemples. Je sais pas, je pense aux chargeurs de téléphone. C'est devenu quelque chose qui a été standardisé au fil du temps. C'est-à-dire qu'il faut là encore avoir... on a notre rôle à jouer. Et progressivement, on voit que les solutions vertueuses se mettent en place. Elles mettent évidemment beaucoup trop de temps. Mais bon... Juste en 5 secondes, on met aussi beaucoup la responsabilité sur les consommateurs. On voit à quel point on est acteur. C'est pas une responsabilité, on peut agir. Mais il n'y a pas que ça. Et on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des électeurs. Voilà. Oui, bon, c'est un peu léger quand même. Pour reprendre, oui, c'est mon avis. Pour reprendre la version, monsieur, si je peux me permettre, vous parliez d'un emballage biosourcé. Effectivement, là, ce serait intéressant d'aborder, puisque le biosourcé, il ne faut surtout pas le mettre il va faire partie, dans quelque temps, d'une filière de collecte sélective des biodéchets. Parce qu'un emballage biosourcé est fait pratiquement à 100% de végétal. Donc il va pouvoir entrer dans une collecte sélective des biodéchets qu'on pourra valoriser ensuite en biogaz pour faire de la méthanisation plutôt que d'apporter du gaz. Et notre balance commerciale se portera un peu mieux. Quelle est votre question? Non, c'était juste une remarque. Alors, si c'est une remarque, il faut faire attention à ne pas confondre biosourcé et biodégradable. Biosourcé, c'est effectivement des plastiques qui ne sont pas fabriqués à partir de pétrole, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont biodégradables automatiquement. On peut faire du polyéthylène à partir de carbone et d'hydrogène qui proviennent de végétaux. Mais c'est pas pour ça que le polyéthylène sera biodégradable. Et pour que ça puisse rentrer dans une collecte sélective de biodéchets et être compostable ou méthanisable, il faut que ce polymère soit biodégradable. Mais c'est pas superposable à biosourcé. C'est pas parce que c'est biosourcé que ce sera biodégradable. Oui, justement, à ce propos, il serait temps qu'aussi on demande une identification pour le consommateur quand il fait son tri, qu'on mette en place l'identification de ces produits. Je peux vous dire que là, moi je suis sur ces études, parce que ça fait un moment que je pleure en voyant que en 40 ans, on a couvert les océans de plastique et on commence tout juste à se inquiéter, alors que les dégâts ça fait un moment ils existent. Il y a eu des alertes de gens qui disaient on est en train de contaminer toute notre chaîne alimentaire dans les océans et personne n'a bougé. De toute façon, maintenant, oui, on se bouge parce que c'est vraiment grave, vu les quantités. Mais effectivement, il faut savoir aussi qu'on a des industriels comme Shell en France qui sont capables de faire des plastiques biodégradables à 100%. Je pense qu'on abordera ces problèmes-là avec vous, parce qu'il y aura des choses sur d'autres conférences sur les plastiques et on peut parler. Juste 2 secondes sur le biodégradable, ce qui est important, c'est de regarder à quelle échelle de temps les plastiques se dégradent et ce qu'ils produisent en se dégradant. Biodégradable, c'est une appellation qui n'est au final pas suffisante. J'avais une question. Oui, j'ai une question. J'avais une question.
Juste, j'ai pas forcément la référence exacte en tête, mais j'ai le souvenir d'avoir lu un dossier sur un des Nat Geo de l'année dernière, sur le sujet des déchets. Et il y avait une super carte du monde avec les quantités, les sources de déchets. Et si mes souvenirs sont bons, la plus grande quantité de déchets qu'on retrouve, alors je crois que c'était ceux qu'on retrouvait dans les océans, la source, c'est l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Et du coup, ma question, c'est est-ce que dans votre bouquin, vous en parlez? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de où on en est de leur prise, enfin de l'état de prise de conscience et toutes les démarches qu'on a vues là, qu'on nous avait présentées, c'est des démarches françaises, européennes, si j'ai bien compris. Donc dans cette zone-là du monde, est-ce que les gouvernements, les citoyens, les entreprises se mobilisent au même niveau pour aussi contribuer à réduire leurs émissions de déchets? Alors, la prise de conscience existe aussi dans ces pays, notamment en Inde par exemple. Il y a des législations, des amendes importantes qui sont mises en place pour limiter, limiter ces problématiques de déchets. Sauf que, évidemment, c'est pas encore, ça rentre pas dans les faits. Donc on peut espérer que dans quelques temps, la prise de conscience existe, mais la réalité n'est pas encore à la hauteur de nos espérances. Il y a quelques expérimentations qui ont lieu aussi, où on essaye de limiter, parce que c'est un problème vraiment de collecte de déchets. La gestion commence par la collecte, et il y a une évolution aussi dans ce domaine, mais qui est encore assez balbutiante. Je ne sais pas si... Non, juste une remarque plus générale sur la question de l'Asie. Pourquoi est-ce que l'Asie, en particulier la Chine et toute l'Asie du Sud-Est, pollue plus, rejette plus de plastique? Parce que c'est notre usine, y compris de recyclage de déchets. La Chine a fermé ses frontières l'année dernière à l'importation de déchets. D'ailleurs, ça a été un choc dans le monde du recyclage, dans le monde entier, parce que tout le monde était bien content d'avoir la Chine qui récupère tous ces déchets, en particulier tous ces plastiques, pour les laver, pour les recycler et pour nous renvoyer des produits recyclés. Du coup, ça s'est reporté sur le Vietnam, sur la Thaïlande, sur l'Indonésie, qui ont mis en place très très vite, qui ont décuplé leur capacité de traitement, de recyclage, et qui ont tout récupéré très très vite. Donc on imagine aussi, avec l'absence de normes aussi strictes que les nôtres, l'impact que ça a pu avoir. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu responsable de ça aussi? Il y avait un chiffre sur la comparaison de la consommation des Américains et des Chinois. Et alors, si mes souvenirs sont bons, les Américains produisent 5 fois plus de déchets que les Chinois, mais par contre, ils sont responsables d'un pourcentage de quelques pourcents seulement de la problématique déchets dans les océans notamment, alors que les Chinois, c'était de l'ordre de 30%. Une dernière, enfin une remarque un peu provocatrice. À l'époque des chiffonniers dont je vous parlais, on faisait aussi la lessive une fois par semaine avec de la cendre, le feu de bois, et on faisait chauffer la lessive sur un poêle à sueur. Et ensuite on allait rincer la lessive au tarn. Alors ce que je voudrais savoir, c'est combien il y a de femmes qui seraient disposées à refaire encore comme ça. Parce qu'à l'époque, les femmes... Et ensuite, combien il y en a qui seraient susceptibles de relaver leurs serviettes hygiéniques et de relaver les couches des gamins? Alors, il se trouve que je fabrique ma lessive avec des cendres. Donc, c'est pas déjà la lessive fabriquée avec des cendres, quand on en a, ça marche très bien. Donc, après, j'utilise une machine à laver. Bon, je crois que je vais réagir en féministe. Qui est prêt à ne plus avoir de frigo chez soi? Qui est prêt à ne plus avoir de voiture? Qui est prêt à ne plus voyager en avion? Qui est prêt à ne plus avoir de bateau? C'est pas que une question de couche lessive, les déchets. Non, mais c'est les provocateurs.
Oui, oui, oui. Et je réponds en étant provocateur aussi. Hein. J'ai une voiture, j'essaie de limiter les voyages en avion. Je suis probablement un des chercheurs de mon labo qui voyage le moins. Bon, je pense qu'on va arrêter les questions là. Vous pourrez la poser, je pense. Non, Et aux consommateurs aussi. Oui, c'est le consommateur influe sur les industriels. Il n'y a pas qu'un acteur dans le monde. Donc on a évoqué consommateurs, on a évoqué industriels, on a évoqué les politiques. On n'a pas parlé des politiques locales. C'est quelque chose qui devrait prendre de plus en plus d'importance, la notion de territoire et de gestion territoriale. Mais voilà, peut-être une autre soirée. Oui, je crois que le débat des bateaux et puis une autre soirée sur les déchets nucléaires. de reparler de déchets et de plastique.